Говорит Москва. C'est une terrible perte. C'était un grand politicien, un politicien naturel. Il y en a très peu. Il s'entendait avec tout le monde. Il pouvait être très dur, mais il s'entendait avec tout le monde. Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien. Eh bien oui, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast après ce podcast formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé que j'ai enregistré avec Christian Combaz mercredi dernier. Vous avez été extrêmement nombreux à l'écouter. Franchement, je vous remercie. Alors, vous avez été fidèles. Bon, c'est des fidèles à Christian en réalité, hein, pas vraiment des gens qui sont fidèles au blog, mais tant mieux, je veux dire, s'ils ont pu trouver sur ce blog leur bonheur. Merci en tout cas de votre passage et merci surtout à ceux qui sont restés et qui viendront écouter ce nouveau podcast. Alors, comme vous le savez, donc le podcast, c'est un podcast mensuel qui peut être complété par des podcasts le dimanche soir, si l'actualité l'exige, et il m'a semblé qu'elle l'exigeait. J'aimerais traiter deux sujets qui me semblent très très importants pour la suite de la marche du monde. Hein. C'est des actualités qui me semblent vraiment capitales. En premier lieu, j'aimerais parler de la mort de Lindsey Graham. Lindsey Graham, c'est un sénateur américain, sénateur de Caroline du Sud. Un sénateur qu'on peut qualifier de faucon. Alors je laisse à chacun les jeux de mots, voilà. Nous, on en restera là. C'est quelqu'un qui, Lindsey Graham, c'est quelqu'un qui aimait la guerre, qui était extrêmement interventionniste aux États-Unis, qui était partisan d'une politique étrangère qu'on a appelée en langage anglo-saxon hawkish. Ça vient de la banque en fait. Hein. C'est hawkish, ça veut dire interventionniste, tout simplement. Hawkish en termes bancaires, en fait, ce sont les gens qui sont en faveur d'une intervention d'intervention multiple plutôt des banques pour empêcher l'inflation. Et c'est un terme qui s'est étendu à la politique étrangère, notamment aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a deux écoles. Je vous laisse deviner laquelle gagne. C'est-à-dire, vous avez une école extrêmement interventionniste où les États-Unis doivent mettre leur nez partout à l'étranger, et pas simplement leur nez, mais aussi leur bombe. Si c'était que leur nez encore, ce serait pas très grave. Dans tous les pays du monde, et une autre école qui consiste à être beaucoup plus recentré, avoir une politique étrangère beaucoup plus modeste, de manière à recentrer la politique américaine dans son ensemble sur les problèmes des États-Unis, où il y a assez à faire. Alors il y a aussi une école intermédiaire qui est la doctrine Monroe, où on considère que la politique étrangère des États-Unis doit surtout se concentrer sur l'étranger proche, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine, ce qui peut s'entendre, je veux dire, mais aujourd'hui c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, hein, la politique qui gagne, c'est une politique extrêmement interventionniste, et nous allons y revenir. Y revenons, parce que ça me semble quelque chose d'assez intéressant à analyser. Alors un autre piège dans lequel je voudrais pas tomber, c'est les réactions suscitées par la mort de Lindsey Graham.
j'ai failli dire Billy Graham. Moi, d'une manière générale, voilà, je respecte je respecte la mort des gens et je ne me permets pas d'intervenir de façon ni par des expressions de joie, de choses déplaisantes vis-à-vis de la mort de quelqu'un. Alors, qu'on soit bien clair, décidément, et Lindsey Graham était un sale type. C'était un type qui a quand même beaucoup de sang sur les mains, et on va certainement pas le regretter. Cependant, maintenant, le temps est venu pour lui de comparaître devant son créateur. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions pour lui, mais ça appartient au créateur et moi j'ai pas très envie d'intervenir. Il n'en reste pas moins que j'y arriverai pas. Hein. Lindsey Graham a un passé. Un passé politiquement extrêmement déplorable et sur le plan de la vie un peu sulfureux. Et nous allons y revenir. C'est pas pour rien que, alors le passé politique, eh bien c'est un suppôt d'Israël. C'est quelqu'un qui a soutenu, et quand je dis un suppôt, c'est-à-dire qu'il a soutenu Israël sans nuance, et d'ailleurs, il suffit d'entendre les hommages qui lui ont été rendus, notamment par Benjamin Netanyahou. Et c'est très embêtant parce que, bon, quand on connaît aujourd'hui la politique d'Israël, c'est quand même, il y a de quoi se poser des questions. Il a également soutenu le régime de Kiev, hein, le régime actuel, régime dont on rappelle qu'il est illégal puisqu'il n'est pas démocratique, étant donné que le président Vladimir Zelensky n'a pas été élu puisque son mandat s'est terminé, ça fait 2 ans. Donc voilà. Certains me posent la question, pourquoi tu dis Vladimir et pas Volodymyr ? C'est intéressant. Alors, il y en a qui se sont beaucoup amusés à ukrainiser, je ne sais pas comment on peut dire, les prénoms. Le nom d'origine de Zelensky, c'est Vladimir, c'est comme ça, j'y peux rien. Lui-même, quand il vendait ses comédies et quand il passait à la télévision en Russie, se faisait appeler Vladimir. Et vous savez que quand on contrôler le langage, c'est contrôler la pensée. Et donc on nous a imposé le nom de Volodymyr, exactement comme on nous impose par exemple la prononciation Epstein, c'est pareil. Hein. Ce sont les mêmes mécanismes, et ça vaut le coup qu'on s'y arrête, parce que peu de gens s'y arrêtent. Alors moi je dis Vladimir. Alors le truc c'est que les Russes sont partagés. D'un côté, alors les médias russes, les médias du Kremlin, on va dire. Maintenant préfère plutôt Volodymyr parce que Vladimir c'est Vladimir Poutine, donc c'est quand même embêtant, mais moi je préfère Vladimir d'abord parce que c'était son prénom d'origine et ensuite parce que le fait comme ça de mettre des consonances ukrainiennes me semble, j'ai peut-être tort, mais me semble, en tout cas à moi, favoriser la persécution des russophones par les Ukrainiens. Et si l'Ukrainien a tout à fait le droit de citer en Ukraine, il n'y a pas de raison. Je trouve que les vexations, les persécutions perpétrées aujourd'hui contre les russophones par le régime de Kiev sont absolument inacceptables. Voilà pourquoi j'ai pris l'option Vladimir. Vous ferez ce que vous voudrez. Et puis j'aime pas parler comme LCI. Il y a aussi ça. Bref. Cette longue digression étant refermée, je reviens à mon sujet principal, à savoir Lindsey Graham. Et cette fois, je l'ai dit sans me tromper et sans fourcher. Il est
il a été partisan de toutes les guerres. Bon, c'est un militaire, hein, mais il est partisan de toutes les guerres menées par les États-Unis à l'étranger. Ce serait intéressant d'ailleurs. Il faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Combien de morts ont fait les interventions des États-Unis à l'étranger? C'est quelque chose depuis leur existence. C'est une chose qui me semblerait intéressante à analyser. On a beaucoup parlé des morts des communistes et du communisme, mais on n'a pas parlé de ces morts américains au Vietnam, en Amérique latine, en Irak. La liste est tellement longue que ça pourrait faire tout le podcast. Lindsey Graham, c'est un homme de ce tonneau-là. C'est un partisan, c'est quelqu'un qui aime la guerre, c'est quelqu'un qui aime le sang, et c'est quelqu'un qui a un passif politique considérable. Donc, le fait qu'aujourd'hui, si sa mort affaiblit cette tendance politique aux États-Unis, je crois que d'un point de vue politique, et je reste évidemment dans le cadre politique, je pense que d'un point de vue politique, sa mort sera vraiment bénéfique parce que ça a été quelque chose de catastrophique. Alors, j'aimerais revenir parce que beaucoup de choses circulent sur les mœurs sexuelles de Lindsey Graham. Lindsey Graham, c'est quelqu'un qui, il est sénateur élu de Caroline du Sud. C'est quelqu'un du sud des États-Unis, avec d'ailleurs l'accent qui va avec. Et on a beaucoup parlé de mœurs sexuelles assez perverses de la part de Lindsey Graham. Rumeurs selon lesquelles il serait homosexuel. Enfin, il était homosexuel, et selon lesquels il avait des habitudes assez perverses, on va dire. Il y a que des témoignages, des déclarations qui sont pas forcément très étayées à ce sujet. Cependant, moi je suis pas ici pour donner de l'information. Je suis ici pour analyser les informations et ensuite vous ferez votre opinion. Il n'empêche, alors bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu, tout ça. Ça c'est une chose évidente. Mais quand quelqu'un tourne de manière aussi insistante dans la sphère ukrainienne, quand quelqu'un est aussi géographiquement éloigné d'Israël et parallèlement soutient de façon indéfectible ce pays, c'est que cette personne est tenue par des choses extrêmement graves. Je pense que aujourd'hui, si Donald Trump fait une politique étrangère aussi éloignée de la base MAGA et des promesses qui ont été faites durant les élections, durant la campagne, c'est que quelque part il ne fait pas ce qu'il veut. Moi, je pense pas que j'ai du mal à croire le côté totalement pervers de Trump qui se serait fait élire sur quelque chose de radicalement opposé. Après, tout est possible, hein, qui se serait fait élire sur quelque chose de radicalement opposé à la politique qu'il met en œuvre aujourd'hui. En revanche, je pense que Israël a des moyens, des menaces, des choses comme ça. Israël s'y entend très bien pour ça. Et vous n'accédez pas à la présidence des États-Unis si vous n'êtes pas tenu par quelque chose, si on n'a pas un moyen, si on n'a pas un ou plusieurs moyens de chantage. Moi, je pense que les menaces de mort
les menaces de mort sur Trump et probablement quelques histoires avec Jeffrey Epstein et autres sont suffisantes pour infléchir sa politique. Cela dit, le mandat de Trump n'est pas encore terminé, nous verrons bien la suite, mais en tout cas aujourd'hui, on est obligé de s'appuyer sur les faits, l'actualité, les résultats que nous avons, et en conséquence de quoi, on est obligé de reconnaître que les promesses de Trump ont été très largement foulées aux pieds. Et pour Lindsey Graham, il faut bien comprendre, c'est quand même quelqu'un de Caroline du Sud, vous savez, les réalités du sud des États-Unis sont quand même très très loin d'Israël et l'aspect pro-Israël du mouvement évangélique, parce que c'est vrai que le mouvement évangélique, alors Graham c'est un baptiste, d'accord ? Et le mouvement évangélique dont font partie les baptistes est extrêmement pro-Israël, mais pas pro-Israël, pas pour l'Israël biblique, ils sont pour l'Israël politique, c'est-à-dire que il continue. Alors il relie les deux éléments, les deux entités, c'est-à-dire que l'Israël biblique, l'Israël politique, l'Israël spirituel et l'Israël, on va dire, temporel. Et d'ailleurs, en omettant, selon moi, un certain nombre d'éléments bibliques quand ça ne les arrange pas. Mais ça, c'est encore autre chose. Toujours est-il que dans le milieu évangélique américain, les gens commencent à en avoir un peu marre d'Israël. Ils commencent à en avoir un peu marre de ces Israéliens, malgré tous les efforts qui sont faits pour tous les efforts de propagande pro-Israël qui sont faits, eh bien les évangéliques commencent. Donc ça suffit pas. Ça ne suffit pas à expliquer les postures politiques de Lindsey Graham pro-israélienne. Ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, on l'a appelé le war pig. On l'a appelé donc un cochon de guerre parce que il est à la fois très pro-guerre et cela fait aussi allusion aux mœurs, aux rumeurs de mœurs particulières dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'en reste pas moins que moi, ce qui me fait un petit peu pencher en faveur de la véracité de ces rumeurs, ou de certaines de ces rumeurs en tout cas, ou de quelque chose de pas très clair là-dessous. Je vais être extrêmement prudent et modéré. Eh bien, ce qui me fait penser, c'est, je dis, les postures politiques de Lindsey Graham sont des postures qu'on tient quand on est tenu, à mon avis. Par conséquent, la disparition de Lindsey Graham qui risque d'affaiblir le camp néoconservateur, qui est au départ un camp gauchiste d'ailleurs. Hein. Les néocons, comme on les appelle aujourd'hui, qui passent pour des gens d'extrême droite, en réalité trouvent leurs origines souvent dans la gauche. Hein. Alors c'est pas le cas de Lindsey Graham personnellement, mais c'est le cas des néoconservateurs. Et puis voilà, Lindsey Graham, c'est quelqu'un qui était extrêmement proche de John McCain, qui était aussi un sale type d'ailleurs. C'était un peu son père en politique, on va dire les choses comme ça. Certains leur ont attribué une relation, j'en sais rien. J'ai pas envie de me pencher là-dessus, ça ne me... Comment dire, ça reste du domaine du privé, ça m'intéresse pas. En réalité, ce qui, en revanche, m'intéresse, c'est que, oui, on est en droit de supposer que Lindsey Graham a fait au cours de sa vie des choses vraiment dégueulasses. Je n'y reviendrai pas. On est en droit de critiquer très sévèrement sa politique, et si la disparition de Lindsey Graham
pouvait affaiblir le camp néoconservateur à un moment où Gaza, l'Iran, le Liban sont sous les bombes. Moi, je suis et l'Ukraine, bien sûr. Eh bien, moi, je suis voilà, je ne peux que m'en féliciter et je ne peux que saluer ce départ tout en restant respectueux des disparus et du jugement qui les attend. Voilà, j'en dirai pas plus. On ne peut, cela dit, faire l'économie de la question de la mort de Lindsey Graham. Est-ce que la version officielle est crédible? Est-ce que la version officielle suffit? Alors, la version officielle, crédible ou pas, bien sûr qu'elle est crédible, mais elle ne suffit pas. Vous imaginez bien que Lindsey Graham, de par sa position au Sénat et dans la mécanique de soutien à Trump, dont on peut se demander si c'est un véritable soutien, ça c'est encore autre chose. Mais de par sa position, de par les positions politiques qu'il a prises au cours de sa carrière, il est évident que c'est quelqu'un d'extrêmement... une personnalité ultra sensible. Par conséquent, on est obligé de se poser la question d'une alternative à la version officielle de la mort de Lindsey Graham. Alors il faut bien comprendre que, alors bien sûr, on va être taxé de complotiste, très bien, ça me va, il n'y a pas de problème, je m'en accommode parfaitement bien. Une version qui a circulé, les Russes, oui, est-ce que c'est les Russes? Alors, premièrement, est-ce que les Russes en sont capables? La réponse est oui, les Russes sont parfaitement capables de faire ce qu'il faut pour que le sénateur décolle d'Ukraine, que ça se passe bien, et qu'à l'atterrissage aux États-Unis, il soit victime d'une rupture d'aorte. Bon, ça c'est tout à fait envisageable. Les Russes en sont capables. Mais vous devez savoir une chose, c'est que si ce sont les Russes, vous ne le saurez jamais. C'est-à-dire que les Russes, les services de renseignement russes, dans l'euphorie qui a fait suite à l'euphorie politique, j'entends, qui a fait suite à la chute de l'URSS, qui était une euphorie que politique, hein, parce que la population a quand même beaucoup souffert après la chute de l'URSS. Et tout cela dit, indépendamment de ce qu'on pense de l'URSS par ailleurs. Mais dans cette euphorie, les archives se sont entr'ouvertes. Sachez qu'ils le regrettent encore. Par conséquent, les archives des services de renseignement russes et soviétiques ne sont pas prêts de s'ouvrir, soyez-en certains. Donc si ce sont les Russes, vous ne le saurez pas. Est-ce que ce sont les Israéliens? C'est aussi possible, on a parlé d'un éventuel avertissement sans frais donné à Trump. C'est pas impossible, hein, lui dire voilà, si tu... Bon, il y a eu l'affaire des beepers, hein, vous vous en souvenez, j'en ai souvent parlé ici, des fameux beepers que les Israéliens avaient utilisés contre un certain nombre de personnalités arabes. Donc ils avaient piégé ces beepers, ce qui fait que les beepers ont explosé à la figure des personnalités en question. Et pas seulement, ça a fait quelques dégâts collatéraux, notamment des enfants, hein, faut pas l'oublier. Suite à ça, Netanyahou a cru intelligent. C'est incroyable ce que ce type peut être vulgaire. Netanyahou a trouvé intelligent d'offrir 2 beepers en or à Donald Trump pour lui montrer qui était le véritable patron. Alors, est-ce que les Israéliens et leurs services sont capables d'avoir expédié Lindsey Graham ad patres pour donner un avertissement? C'est aussi possible. Alors, certains m'objecteront que, ah oui, mais vous comprenez, ça affaiblirait le camp néoconservateur.
le Mossad, les Israéliens, comptent suffisamment d'alliés néoconservateurs dans le camp démocrate sans que ça les inquiète. Par conséquent, oui, les deux sont possibles et je pense qu'on ne le saura jamais ou en tout cas pas du vivant des gens de ma génération. L'autre fait d'actualité que je voulais aborder, très important de cette semaine, eh bien, c'est la loi sur l'euthanasie. Ça y est, ils y sont arrivés. Donc, je crois que tout a été dit, malheureusement, mais ils y sont arrivés. Alors, il est très intéressant de voir que, parallèlement, Macron s'est exprimé en faveur d'une abolition universelle de la peine de mort. Ce qui, à mon avis, souligne, si c'était nécessaire, et confirme, si c'était nécessaire, la perversité de ce type étant Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, en fait, il faut surtout garder les criminels en vie, ça c'est très important. Garder les gens qui ont du sang sur les mains en vie, ça c'est absolument capital. Par contre, les vieux, les handicapés, les pauvres, tout ça, ça doit disparaître. Donc, ne voyez surtout dans les déclarations des uns et des autres, et en particulier des gauchistes, concernant la peine de mort, n'y voyez absolument aucune humanité, absolument aucune. Cela fait partie d'un processus de destruction, du même processus de destruction dans lequel vient s'inscrire l'euthanasie et cette loi sur l'euthanasie qui a été votée en vote solennel le 15 juillet dernier par l'Assemblée nationale. Ça fait mal, ça fait très mal. C'est une longue bataille qui est perdue. Alors elle est perdue, donc le Cornu et l'Archer ont saisi le Conseil constitutionnel. Mais bon, le Conseil constitutionnel, c'est des gens à eux. Donc si vous imaginez une seule seconde que Juppé va voter contre, va censurer cette loi, je crois que vous vous faites des illusions. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'ils se sont entendus avec le Conseil constitutionnel avant, et le Conseil constitutionnel, c'est juste un groupe de parasites qui sont les doigts sur les coutures du pantalon et qui claquent des talons devant les maîtres qui les ont mis en place. Donc les conseillers constitutionnels sont nommés, je crois, par le président de la République, par le président de l'Assemblée, enfin les présidents des deux assemblées, 3, donc je crois qu'ils sont 9, sauf erreur. Corrigez-moi si j'ai tort. Alors si le miracle avait eu lieu au moment de la dissolution, qui avait interrompu tous les débats, eh bien ce miracle ne s'est pas répété. Je crois qu'il faudra beaucoup prier à l'avenir, prier pour les plus faibles, prier pour les futures victimes de l'avortement et les futures victimes de cette loi d'euthanasie où la clause de conscience est restreinte déjà au maximum et elle disparaîtra. Dans quelques années, il y aura, exactement comme il y a eu un délit d'entrave à l'IVG, il y aura un délit d'entrave à l'euthanasie, c'est-à-dire que les médecins qui s'opposeront à la pratique de l'euthanasie, c'est-à-dire qui refuseront eux-mêmes de pratiquer des euthanasies, eh bien, n'en doutez pas, ces médecins ne seront plus en droit d'exercer. Ça tombe bien, on a trop de médecins en France. Bien sûr, je plaisante. Voilà. Donc, parce que quand on fait du second degré, il faut toujours le dire maintenant sur les réseaux. Donc ça, c'est absolument terrible.
Une chose aussi à noter, c'est le nombre de députés Rassemblement National qui ont voté pour cette loi. Le Rassemblement National n'est qu'un ramassis de pervers aujourd'hui et dirigé par un succube qui s'appelle Marine Le Pen, contre qui il ne faut surtout pas retenir ses coups. Oui, je suis désolé, ce podcast se conclut sur de la colère. Je m'en excuse, mais il y a vraiment de quoi être en colère. Alors, on va dire un peu, pour faire un trait d'humour, un partout la balle au centre, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien voilà, si politiquement, et je le circonscris à la politique, la mort de Lindsey Graham est profitable. Ce qui s'est passé au niveau national en France cette semaine est extrêmement grave. Et malheureusement, j'aurais aimé vous annoncer de meilleures nouvelles, j'aurais aimé vous annoncer qu'un miracle a eu lieu. La seule chose que je peux, parce que je veux absolument terminer sur quelque chose de positif et sur quelque chose d'optimiste, la seule chose qui est certaine, c'est la victoire finale de Dieu, et ça, c'est quelque chose qu'on peut absolument garantir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Alors, je vous demande, bien sûr, comme d'habitude, de le relayer sur vos réseaux, de le faire connaître à vos amis. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve le 15 août, ou peut-être avant, si l'actualité l'exige. Salut!